Ok, bienvenue à tous. Donc, une dernière petite capsule d'algèbre linéaire sur un point peut-être un peu compliqué, important si vous lisez des livres d'analyse multivariée, qui est la décomposition en valeurs singulières. Ok. Donc, je vais mettre quelques. Je vais passer sur mes slides et j'essaierai de vous expliquer un petit peu l'idée. Je pense que j'irai quand même assez vite parce que ça devient vite très technique et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de choses dont on peut presque se passer dans ce cours. En tout cas, j'essaierai surtout d'insister plutôt le lien avec la décomposition en valeurs propres, parce que c'est surtout ça dont on a besoin. Mais il s'avère que certains livres abordent ça plutôt sous l'angle de la décomposition en valeurs singulières, qui est une généralisation en fait de la décomposition en valeurs propres, mais je pense qu'elle n'est pas fondamentale, en tout cas pour comprendre tout ce qu'on fera par la suite. Donc je vais aller un petit peu vite. Je veux juste en tout cas que vous ayez conscience de ces mots-clés. Je parle aussi un petit peu de décomposition QR, parce qu'elle apparaît de plus en plus, mais la décomposition SVD, elle est essentielle euh, dans plein de problèmes. Donc la décomposition, je commence par la décomposition QR parce que elle apparaît à plein d'endroits, en particulier sur des problèmes. Alors je vous raconte un peu le contexte, c'est la seule fois où je l'ai utilisé, mais c'était euh, en fait, elle est cachée si vous regardez attentivement R, comment il fait le modèle linéaire, quand il vous résout un problème linéaire, donc la fonction LM, il ne vous calcule pas explicitement un x transposé x moins 1, x transposé y. En fait, derrière, il va faire des décompositions, la décomposition QR, euh, qui fait gagner énormément en temps de calcul. Donc, la décomposition QR, c'est vraiment quelque chose de très pratique d'un point de vue numérique. Euh, Comme on n'est pas là sur l'aspect trop numérique, en tout cas, on n'est pas là pour optimiser nos codes, je ne vais pas passer trop de temps, mais il s'avère qu'il y a un cas où ça peut servir. Euh, c'est quand vous voulez avoir un service euh, décentralisé de données. Je m'explique. Supposons que vous travaillez euh, pour une compagnie qui a accès à des données, d'accord, donc qui collecte des données, par exemple pour plusieurs types d'assurés, ok, mais que pour des raisons légales, vous n'avez pas le droit de constituer une métabase de données. Vous n'avez pas le droit de dire à vos entités, envoie-moi les données. Par exemple, le problème se pose sur les hôpitaux. Les hôpitaux collectent des données, mais dans beaucoup de pays, il n'y a pas le droit de collecter les données des hôpitaux dans une base de données unique. Okay, essentiellement pour les problèmes d'identifiabilité, pour les problèmes de privacy. Okay. Donc, les bases de données sont sur chacun des serveurs, okay, et vous voudriez faire une régression tout simple. Vous voudrez vous demander quelle est la probabilité de décéder en fonction de l'âge, en fonction de toutes sortes d'informations, sachant que vous n'avez pas le droit de collecter toutes les données. Donc, vous n'avez pas le droit de créer votre matrice X, mais vous savez qu'il y a une petite partie de la matrice XY qui se trouve chez quelqu'un, une autre partie qui se trouve ailleurs, et une autre partie qui se trouve ailleurs. Et vous n'avez pas le droit de leur demander parce qu'il y a des aspects de privacy. Ben, il s'avère qu'en utilisant des décompositions QR, vous pouvez récupérer des éléments qui vous permettent de concaténer tout ça par la suite pour résoudre ces problèmes de privacy. Okay. Donc voilà un exemple très particulier pour lequel ça peut être intéressant de faire des décompositions QR, et explicitement c'est dit dans les documents techniques que ça passera par ce genre de factorisation. L'idée de la factorisation QR, elle est très liée à la dernière chose que je racontais quand j'ai fait un peu d'algèbre linéaire, c'était la décomposition de Gram-Schmidt. Gram-Schmidt vous disait que quand vous avez des vecteurs qui sont linéairement indépendants en dimension k, alors vous pouvez associer à ces k vecteurs, ici que je note A1 à K, des vecteurs Q1, Q1 QK qui étaient orthonormés. Okay. Donc ça veut dire que la matrice Q qu'on va constituer ici, c'est une matrice qui est orthogonale. D'accord. Donc je vais créer cette matrice qui sera telle que Q transposé Q sera égal à l'identité. Okay. Et la manière dont on avait procédé, je vous renvoie à Gram-Schmidt, on partait de la première composante, puis après on corrigeait pour la deuxième, puis on corrigeait la troisième en fonction de la première et de la deuxième, etc. Donc en fait, cette manière de procéder, elle est proche de choses que vous connaissez, qui sont les méthodes de pivot de Gauss pour résoudre des systèmes linéaires. D'accord. Donc c'est ce qu'on va appeler des matrices triangulaires supérieures. Okay. Et ce qu'on peut montrer, c'est que euh, toute matrice A va pouvoir se décomposer de cette manière-là. D'accord. À partir du moment où elle contient n lignes et k colonnes, et que les k colonnes sont linéairement indépendantes, alors dans ces cas-là, ma matrice A, je peux l'écrire de la forme QR, où Q sera cette matrice orthogonale, et R, ce sera ma matrice triangulaire. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, si jamais j'ai besoin d'inverser, et c'est ça qui est utilisé dans R, au lieu d'inverser votre matrice X, donc si A, c'est votre matrice X transposé X, vous passez par une décomposition QR derrière parce que c'est très simple à inverser. C'est très simple à inverser parce que tout d'un coup, votre transposé, c'est quoi? C'est juste utiliser Q-1, okay, mais ça, c'est généralement assez facile à calculer parce que c'est tout simplement la transposée de Q. Okay. Donc, il suffit de me mettre les données dans un autre sens, et ça, c'est assez facile numériquement.
Et il suffit de calculer R-1. Et R-1, bah, c'est quelque chose qui est très simple parce qu'en fait, quand vous avez quelque chose qui est mis sous forme triangulaire, c'est exactement ce que raconte la méthode du pivot de Gauss, bah, vous pouvez inverser. C'est qu'une fois que vous avez tout mis sous une forme linéaire, dans ces cas-là, c'est juste du bricolage pour inverser. Et ça se fait tout seul, quoi. Donc, si vous savez faire cette décomposition-là, en fait, techniquement, vous savez inverser une matrice compliquée. Moi, je n'en parle pas trop parce que, encore une fois, je pars du fait qu'on sait inverser une matrice. On a des outils pour inverser des matrices, mais il peut s'avérer que numériquement, ça peut être compliqué. La méthode la plus simple, c'est de passer par ça. Okay, je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus, mais voilà la décomposition QR. Ok, décomposition en valeur singulière. La décomposition en valeur singulière, c'est quelque chose qui va être très proche de ce qu'on avait fait quand on faisait la décomposition en valeur propre. Okay, sauf que je vous rappelle que quand on faisait cette décomposition en valeur propre, ce qu'on disait, c'était en valeur propre des vecteurs propres, la décomposition spectrale. Okay, on avait une matrice qui apparaissait au milieu, c'était cette matrice diagonale, puis à gauche, on avait P, puis à droite, on avait P-1. Donc ça, c'était la décomposition spectrale telle qu'on l'avait vue. Okay, donc la décomposition spectrale consistait à dire ma matrice M, quelle qu'elle soit, c'est P, D, P-1, où D est la matrice qui contient les valeurs propres, et P, ça contient les deux vecteurs propres. Okay, et la matrice à droite, ce sera l'inverse de l'autre. Okay, si en plus votre matrice est symétrique, alors les matrices P-1, c'est juste la transposée de P. Okay, donc ça, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on appelle la décomposition en valeur propre. Il y a un autre type de décomposition qui peut être proposé, c'est de dire, je vais vouloir utiliser deux matrices U et V, qui sont deux matrices de rotation, alors techniquement, qui sont deux matrices qui sont orthogonales, okay, telles que je pourrais écrire la chose suivante. Au lieu de décomposer en disant que j'ai du M qui sera du P, D, P-1, je veux utiliser un U delta V-1 ou U delta V transposé. Encore une fois, comme les matrices sont orthogonales, c'est des matrices de rotation. V transposé, c'est V-1. Okay, donc, c'est ce qu'on va faire, mais ça donne des choses qui sont un peu différentes, okay, dans la plupart des cas, sauf dans quelques cas un petit peu particuliers. Donc ici, on avait récupéré nos valeurs propres. Okay, ici, on récupère des choses qui ne sont pas les valeurs propres. En particulier, mais ce qu'on peut montrer, par exemple, c'est que les valeurs qui sont ici, elles sont toujours positives. Donc, on va demander à ce que les valeurs qui sont là, on veut une matrice qui soit diagonale avec des valeurs positives. Okay, et les deux matrices qui sont à gauche et à droite, elles n'ont rien à voir. D'accord, donc, c'est une décomposition où je m'autorise beaucoup plus de souplesse. Okay, autant là, il fallait vraiment que j'ai la même matrice à gauche et à droite, à une transposée près. Autant, quand on va faire la décomposition en valeur singulière, on va avoir des choses qui sont un peu différentes. Okay, donc, je vous le fais ici sur mon exemple. Dans un cas, c'est la fonction eigen. Dans l'autre cas, c'est la fonction SVD, donc qui va vous donner donc ce qui s'appelle plus les valeurs propres, mais les valeurs singulières de ma décomposition. Et ici, j'ai ma matrice U, ici, j'ai ma matrice V, qui sont ici deux matrices orthogonales. Donc, les matrices orthogonales en dimension 2, hein, c'est facile. Ici, j'ai un vecteur. Dans ces cas-là, ici, je vais récupérer, vous permutez les deux composantes et vous changez un des signes et vous récupérez quelque chose d'orthogonal. D'accord, donc ici, j'avais deux signes moins. Ici, je récupère un signe moins, un signe plus. Okay, donc, je récupère cette matrice-là. Okay, ici, là, les deux matrices n'étaient pas orthogonales. Essentiellement parce que, en tout cas, j'avais aucune raison qu'elle le soit, puisque ma matrice n'est pas symétrique. Quand elle est symétrique, la matrice P de transition, elle est orthogonale, mais de manière générale, il n'y a pas de raison qu'elle le soit. Okay, donc, on voit apparaître nos deux matrices ici, nos deux matrices diagonales, qui sont un petit peu, qui sont différentes en termes de valeur et surtout en termes de signes. C'est que ces deux-là sont toujours positifs. Okay, donc, ça veut dire que cette matrice delta, elle est sûrement associée à quelque chose qui sera plutôt une matrice définie positive. Alors, en fait, on va la voir de la manière suivante. C'est que si jamais je m'intéressais à la matrice M transposée M, okay, ce qu'on voit apparaître, c'est que cette matrice, elle devient tout d'un coup symétrique. C'est qu'au lieu de travailler sur la matrice M, cette matrice devient symétrique, et dans ces cas-là, je peux récupérer une décomposition spectrale. Okay, comme elle est symétrique, je peux récupérer cette fois-ci du P et du P transposé. Okay, et mes valeurs propres, elles sont positives, puisque cette matrice, elle est forcément positive. Donc les deux valeurs propres sont positives. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les valeurs qui sont indiquées ici, en fait, c'est tout simplement le carré de ces deux valeurs-là. Okay, donc, il y a des liens qui existent quand même, mais pas exactement de manière directe. Okay, alors, juste une petite discussion. Les matrices qu'on récupère U et V sont des matrices qui sont orthogonales, okay, mais qui sont a priori déconnectées l'une de l'autre. Alors, je vous rappelle, c'est les matrices de rotation. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est j'ai mon nuage de points. Je vais commencer par le faire tourner. Okay, ensuite, je m'amuse à l'étirer. Les matrices de diagonale veut dire j'étire suivant les deux dimensions. Okay, puis ensuite, je fais une autre rotation pour revenir dans l'espace de départ. Okay,
Donc, c'est ça qu'on est en train de faire quand on veut transformer un vecteur. C'est je lui fais une rotation, je l'étire, je fais une autre rotation et je récupère ma transformation. Okay, ce qui n'est pas pareil que la décomposition en valeur singulière, où je faisais ma rotation, je déformais et j'utilisais la même rotation inverse pour revenir. Okay, donc, on a deux façons assez différentes de le faire, qui sont ces deux écritures-là. Je ne rentre pas trop sur les détails, je vous laisserai regarder parce que c'est un peu technique. Je pose juste la question de c'est quoi la différence? Donc, la différence, c'est que dans un cas, j'ai deux fois la même matrice à gauche et à droite, avec le P et le P transposé. Et ici, j'ai deux matrices de rotation qui sont a priori différentes. Okay, donc, on a plusieurs propriétés. La première, c'est que P doit être tout simplement inversible, donc il n'y a pas de notion d'orthogonalité. Au contraire, les matrices U et V doivent être orthogonales. Okay, et puis, je n'ai pas grand-chose comme propriété. La seule chose, c'est que on peut quand même avoir des écritures. Alors ça, c'est des écritures qu'on va récupérer par la suite. C'est que quand je m'intéresse soit à la matrice M transposée, MM transposée, soit M transposée M, on voit apparaître les deux matrices U et V de manière différente. Donc ça, c'est essentiellement ce point-là que je voulais aborder. C'est que ce point-là, on va le voir quand on fera l'analyse en composante principale. C'est que quand on aura notre matrice de données, on aura deux solutions qui vont en fait être très liées l'une à l'autre. Dans un cas, je vais m'intéresser à la matrice X, X transposée. Dans l'autre cas, je vais m'intéresser à la matrice X transposée X. Et on voit que les deux sont très liés parce qu'en fait, on voit apparaître une matrice à l'intérieur, donc il se trouve c'est des matrices diagonales, mais qui vont être en fait identiques à des tailles près, mais disons que les chiffres qui sont à l'intérieur sur les deux matrices diagonales vont être les mêmes. Okay, et dans un cas, je vais avoir des U, dans l'autre cas, je vais avoir des V. Okay, donc, et cette chose-là, ça correspond à quoi? Ces deux choses-là, ce sont en fait des décompositions en valeur, des décompositions spectrales. Okay, donc, je suis vraiment sur une écriture qui ressemble à ça. D'accord? Donc, les deux matrices, en fait, qui vont apparaître dès lors qu'on aura quand on fera de l'analyse, en fait, faire de l'analyse, la décomposition en valeurs spectrales, les grandeurs qui vont apparaître, c'est en fait les valeurs propres et les vecteurs propres associés à la matrice M, M transposée ou la matrice M transposée M, quand on va faire leur décomposition spectrale, puisque ce sont cette fois-ci deux matrices qui sont symétriques et qui sont positives. Okay, donc c'est sur ce point-là qu'il faut juste retenir une idée un peu générale et qui reviendra quand on fait de l'ACP. L'ACP se fera sur des bases de données qui n'ont pas les mêmes dimensions. Okay, donc je ne peux pas faire d'analyse en composante principale. Par contre, je peux faire l'analyse en composante principale de cet objet-là. Et dans ces cas-là, quand je fais l'analyse en composante principale, je vais voir apparaître des vecteurs U qui vont être les vecteurs propres, et je vais avoir des valeurs propres. Quand je vais faire la décomposition spectrale de l'autre matrice, qui sera M transposée M, on va voir apparaître les mêmes valeurs propres, mais les vecteurs propres vont être différents. Et en fait, ces vecteurs propres et les deux vecteurs propres de U et V qui apparaissent ici sont en fait des choses qu'on peut obtenir directement dans cette décomposition en valeur singulière. Okay, c'est peut-être beaucoup à digérer, mais voilà, souvenez-vous juste de ça, parce que quand on fera l'analyse en composante principale, on verra réapparaître ces objets-là de manière assez naturelle. Okay, donc ça, c'était pour l'interprétation des U et des V. Autre propriété importante, c'est que les deltas qui apparaissent dans la décomposition SVD sont forcément positives, alors que les D peuvent être négatifs. Okay, donc c'est un petit peu ce que j'évoquais auparavant. On peut obtenir des choses un peu différentes. Il y a juste un cas particulier. Quand on a une matrice M qui est un carré et qui est symétrique, la décomposition en valeur singulière, c'est la même chose que la décomposition en valeur propre. Okay, donc, je vous le montre ici. Alors, la seule chose qui peut changer, c'est les signes. Alors ça, oui, les signes, ça va être important, mais là encore, quand on fera de la CP, on en parlera beaucoup. C'est que toute cette décomposition, par exemple, même la décomposition en valeur propre, elle est unique au signe près. C'est-à-dire que ici, je récupère racine de 2, enfin 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Mais si jamais j'avais eu des moins, ça aurait été exactement la même chose. Okay, donc, si ce vecteur-là était un vecteur propre, le vecteur qui est de l'autre côté, c'est aussi un vecteur propre, il est aussi de même norme, et ça aurait pu être une solution. Donc ça va nous poser des petits soucis. C'est que quand on va faire des ACP, des fois les graphiques vont être permutés soit de gauche à droite, soit de haut vers le bas, essentiellement parce que mes vecteurs, je peux prendre les opposés et ça donne exactement la même chose. Okay, donc c'est un peu ce qu'a raconté ici. Donc, décomposition en valeur singulière et décomposition en valeur propre sont équivalents quand on est sur des matrices carrées. Donc c'est pour ça que dans la partie qui était juste avant, ici, je vous faisais un lien avec la décomposition en valeur propre, c'est que c'est exactement ce qui repose derrière. Okay, donc quand on fera notre décomposition en valeur singulière de notre matrice de départ, c'est en fait équivalent à faire de la décomposition en valeur propre de ces deux matrices un peu particulières qui sont MM transposée et M transposée M. Okay, de toute façon, je le réexpliquerai quand on fera de l'ACP. Donc, comment est-ce que ça passe quand on est sur des dimensions sur des matrices non carrées? Parce que, en fait, c'est le gros intérêt de
la SVD, c'est que la décomposition en valeur singulière marche en dimension non carrée. Donc, je peux le faire sur une matrice 2-3, par exemple. Okay. Comment est-ce que je fais ça? C'est très simple. Je peux faire cette décomposition donc, de cette matrice 2-3, par exemple. Donc, je vais avoir ma matrice 2-2 à gauche. Encore une fois, il me faut être de taille 2 ici. Ici, je suis de taille 2, donc je vais être de taille 2 ici. Ici, je reste de taille 2, donc je vais rester de taille 2. Et ici, il faut que je sois de taille 3 quand même. À l'arrivée, il faut que je sois de taille 3. D'accord? Donc, cette décomposition, elle marche. Donc, en fait, ce qu'on est juste en train de dire, c'est comment est-ce que je peux passer de ma dimension 2-3 à de la dimension, à quelque chose de propre, parce que ce qu'on veut quand même, c'est que la matrice là et la matrice là soient des matrices de rotation. Donc, techniquement, je dois avoir des matrices carrées. Les matrices U et les matrices V sont carrées. Okay. Donc, il faut que je rajoute quelque chose. D'accord. Donc, il va falloir que je rajoute quelque chose. Déjà, ici, je vais mettre des zéros. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais tantôt quand je vous disais delta transposé delta et delta delta transposé, c'est les mêmes choses, sauf que peut-être que je vais avoir des zéros. Okay. Donc, effectivement, je vais avoir des matrices qui n'ont pas la même taille, mais c'est juste que je complète avec des zéros, en fait, pour que ça marche bien. Donc, ici, je mets des zéros. Et là, ce que ça veut dire, c'est que je mets n'importe quoi. Donc, ici, je peux mettre ce que je veux, parce que de toute façon, quand je vais multiplier, j'ai que des zéros. Alors, je ne vais pas mettre des n'importe quoi complètement. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que tous ces vecteurs-là soient des vecteurs qui soient orthogonaux. Okay. Donc, en fait, on va compléter de manière à récupérer quelque chose qui soit en fait dans l'orthogonal. Okay. Et donc, on va pouvoir l'utiliser. Donc, je vais prendre ma matrice V. Alors, je le fais plutôt dans le sens. Je vais prendre cette matrice-là qui doit être orthogonale à ces deux vecteurs-là. Et je prends quelque chose de norme 1, ce qui va me donner ce vecteur qui se trouve ici. Okay. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la décomposition en valeur singulière. C'est le fait que on va quelque part étendre la décomposition en valeur propre à des matrices qui sont pas carrées. D'accord. Donc la seule chose, c'est que je vais demander ici à avoir une matrice carrée de la taille, le nombre de colonnes, le nombre de lignes que j'avais dans ma matrice. Ici, une matrice carrée qui est la taille, le nombre de colonnes de ma matrice de départ. Okay. Et les deux matrices doivent être des matrices de rotation, c'est-à-dire des matrices qui sont orthogonales. Okay. Et la matrice qui se trouve au milieu, elle est diagonale avec les guillemets que j'ai pu mettre, c'est-à-dire je mets des valeurs sur la diagonale, puis dès que la diagonale. Quand j'ai un rectangle, je m'arrête dès lors que je touche le bord et je mets des zéros partout ailleurs. Okay. Donc c'est ça qui est caché dans cette décomposition. Donc c'est ça qui est utilisé ici. Donc je vous refais le calcul pour vous montrer que ça marche. Et c'est ça qui est renvoyé. Okay. Donc on a plein de propriétés. Et en particulier, donc j'avais dû terminer la décomposition spectrale en vous disant que c'était utile pour faire de l'approximation de matrice. En fait, cette propriété, elle est vraie aussi sur la décomposition en valeur singulière. Okay. Si jamais j'ai une décomposition en valeur singulière qui me donne quelque chose qui ressemble à ça, okay. Donc dans le sens où M, c'était U delta V transposé. Dans ces cas-là, si jamais je coupe un peu plus tôt, okay, donc supposons que je n'aille pas jusqu'à R, parce que c'était le rang de ma matrice, mais que je veux une matrice de rang plus faible, okay. Dans ces cas-là, je récupère une matrice, et donc on a ce petit théorème, donc le théorème de Schmidt, Mirsky, Eckhart et Young, qui vous dit que cette matrice-là, c'est une approximation de rang K, et c'est en fait la meilleure approximation de rang K. C'est la matrice la plus proche de votre matrice de départ. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on va exploiter par la suite. Alors ça va être un petit peu caché parce que je vais revenir sur les décompositions plutôt en valeur propre parce que je suis un peu plus à l'aise avec ça quand je vous ferai l'ACP. Mais sachez qu'en fait, on peut le faire intégralement avec cette décomposition en valeur singulière directement. Okay. C'est ça qui se cache derrière l'ACP. Okay. Donc je vais m'arrêter là. On a fait le tour des outils d'algèbre linéaire dont on a besoin, mais les points essentiels, c'est essentiellement les projections, les rotations, les décompositions en valeur propre. Okay. Donc tout ça, c'est ce qu'on va utiliser quand on fait de l'analyse en composante principale pour réduire la dimension. Les histoires de distance. Donc ça, les distances, on passera beaucoup de temps quand on refera de la recherche de clusters. Donc en particulier, on mettra des distances entre points, mais surtout des distances entre groupes de points. Et c'est là où les choses vont se compliquer un peu. Et voilà, toute la partie sur l'analyse non supervisée reposera essentiellement sur tout ce qu'on vient de voir dans ces petites capsules de complément d'algèbre linéaire. Okay. Je m'arrête là pour cette capsule et puis on se retrouve pour d'autres capsules très bientôt.